J'ai été wedding planner pendant 5 ans, je fais un burn-out. Ouais, ok. Ça, c'était vraiment un de mes plus gros échecs pour moi. En fait, je vois que celles qui réussissent le plus, c'est celles qui Et elle me dit, je suis la voix de la petite sirène. Est-ce que vous voulez bien m'embaucher? Et là, il me dit, hors de question. Dans tes 5 ans d'années de wedding planner, quelle a été tes plus belles réussites? Ça se passe bien, et il y a des fois, ça se passe moins bien. J'ai une mariée qui a annulé son mariage à cause d'une question que j'ai posée. Waouh, c'est chaud. Et la fameuse question, c'était... Bonjour Magali, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Merci à toi, c'est trop un plaisir. On va tout dire. On vient d'enregistrer un podcast pour moi qui a été très très cool. J'ai adoré. Et tu vois ce que tu m'as dit là, tu m'as dit dans l'intro, t'es pas fleuriste. Et non, je ne suis pas fleuriste. Et figure-toi que quand j'ai commencé dans le mariage, j'aimais pas les fleurs. C'est pas vrai. Ah, trop cool. Ah ouais, du tout. Mais j'ai des élèves qui me disent avant, j'aimais pas les fleurs. Il y a des déclics qui se font au fil de l'aventure au mariage. Quand je me suis mariée, je voulais pas de fleurs à la base. Ouais, du coup, t'as fait quoi? J'ai fait quand même des fleurs. D'accord. Parce que, ouais, je sais pas. Vraiment, j'étais genre, je veux juste des roses rouges, tu vois. Pas de trucs. Je sais pas pourquoi. Le rouge, c'est ta couleur, non? Ouais, j'aimais bien le rouge. Alors, ma styliste qui m'a dit qu'il fallait pas que je mette du rouge parce que ça n'allait pas à mon teint. Donc maintenant, je mets du framboise. Oh mince. mais ouais, j'aime bien le rouge. En fait, je trouve que c'est une des couleurs les plus glamour. Ouais. Et moi, j'étais sur un mariage thème cinéma. Forcément, ça allait bien avec. Je me suis mariée en 2012, donc ça date. Et du coup, c'est Claire du studio Minuit Sauvage. Oui. Ça s'appelait pas comme ça avant. Bien. Ça s'appelait Rose by Claire. Rose by Claire, ouais. Qui m'a fait aimer les fleurs. Pourquoi? Parce que tu la connaissais ou son blog ou tout ça? En fait, j'ai trouvé magnifique son travail. Ouais. Mais tu sais que c'est une des personnes qui m'a inspirée aussi quand j'ai débuté. Parce qu'en fait, on s'est lancé... Enfin non, elle s'est lancée avant moi, puisque du coup, je regardais son blog. Donc Rose by Claire, pour ceux qui ne connaissent pas, Minuit Sauvage, maintenant sur Instagram. N'hésitez pas à aller dessus. Studio Minuit Sauvage. Elle s'était fait hacker son compte. Ah, ok. Elle avait 10 000 abonnés. Il n'y a plus d'abonnés. Ouais. Et elle était à l'école des fleuristes de Paris et elle partageait à l'époque sur son blog les bouquets qu'elle faisait à l'école. Et je trouvais ça trop joli ce qu'elle faisait. Et quand je me suis lancée dans le mariage, elle avait lancé sa boutique à l'époque. Et j'étais allée voir la boutique, on avait papoté. Elle m'avait fait rigoler parce que tu vois, ça rebondit sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur ton podcast. Elle m'avait dit, oui, moi j'ai fait du mariage tout l'été, puis je suis partie en vacances, j'ai dépensé tous les sous. Puis après, quand je suis revenue, je me suis dit, mais il n'y a pas de mariage l'hiver? Et moi, j'ai dit, mais ça pour moi, c'est logique. Tu vois, il y a des trucs, tu vois, qui sont logiques pour les uns, pas pour les autres. Et elle avait une super boutique et finalement, elle est repassée en atelier derrière pour faire des events. Mais ouais, c'est rigolo qu'elle t'ait donné l'envie. Mais tu la connaissais, elle, perso? Ben, après, on a appris à se connaître, mais même quand je suis revenue en tant qu'officiante plus, tu vois, on s'est vus, voilà, on parle beaucoup. Elle a même été une de mes clientes parce qu'elle a acheté plusieurs masterclass chez moi. Mais pour moi, c'est vraiment cette femme est une des plus douées que je connaisse. Ouais, c'est magnifique. C'est une artiste. C'est vraiment une artiste. En plus, elle est très forte en photo. Enfin, elle a tous les dons, la meuf. Ouais. Mais du coup, voilà, moi, j'aimais pas les fleurs, en fait, avant. Et maintenant, je trouve ça tellement beau, quoi. Ouais. Mais, alors, du coup, on va revenir en arrière. Vas-y. On va rembobiner. Oui. Qui était la petite Magali? Alors, la petite Magali, c'était une fille petite. J'étais pleine de joie, vraiment. Je voulais être chanteuse. Ah, bah ouais. Du coup, tu as réalisé bien ton rêve il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai fait ma première chanson et il faudrait que j'en fasse d'autres. Mais tu sais que je chantais moi aussi. C'est vrai? Bah ouais, dans la chorale de l'église. Je faisais du gospel. Je faisais des solos et tout ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Ça se perd. Faut reprendre. Mais j'aimerais bien. Il faut que tu te remettes au poney à l'équitation et au chant. Là. Et au chant. Faut vraiment écouter l'autre épisode parce que vous allez apprendre. Et pourtant, j'en ai fait des épisodes sur moi, mais j'ai moins parlé de tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Magali où je parle de plein de choses que vous ne connaissez pas encore. Et oui, c'est trop bien, j'adore. Du coup, tu voulais être chanteuse? Je voulais être chanteuse. Du coup, je poussais on avait un salon comme ça là et je poussais la table du salon et je faisais des spectacles de danse à mes parents et de chant. J'adore. Et en fait ils voulaient regarder juste la télé et moi je passais devant, je faisais des grands écarts, des roues, des machins et en fait ça les faisait chier mes parents.
Et ouais, j'étais pleine de vie. Je faisais 7 heures de danse par semaine. J'ai fait de la danse classique. Par contre, j'étais pas très forte parce que j'avais un problème de genou. J'arrivais pas à coller mes genoux. Ah ouais? Ouais, j'avais un problème de genou. Et du coup, les médecins avaient dit à ma mère, c'est soit, enfin mes parents d'ailleurs, ou à ma mère, enfin ouais, tu vois. C'est là qu'on voit que tous les trucs un peu matériels, machin, c'est les mamans qui gèrent. La charge mentale pour la mère. Voilà, ils avaient dit à ma mère, c'est soit elle fait de la danse classique pour remettre son genou, soit de la natation. Et ma mère n'avait pas forcément envie que je devienne une armoire à glace. Et du coup, elle s'est dit, bah, c'est plus féminin la danse. J'ai adoré faire de la danse, mais pas forcément la danse classique pour le coup. C'est très cadré, hein, c'est très... Ouais, puis j'avais une prof à un moment donné qui était vraiment pas cool, qui buvait. Oula. Et du coup, un jour, elle m'a arraché mon chignon parce qu'elle trouvait que mon chignon n'était pas assez bien fait à son goût. Elle me l'a arraché, elle me l'a refait en mettant des trucs comme ça. Là. Et en fait, quand j'arrivais pas à mettre mes genoux, elle me tapait sur les genoux. Tu vois. Ah ouais, c'est une ouf. Donc après, j'ai eu une autre beaucoup plus cool. Mais celle-là, particulièrement, était assez dingue. Et je me rends compte qu'en vrai, je préfère la natation, perso. Mais bon, après, je pense que je préfère avoir le corps d'une danseuse que d'une nageuse. Donc, je n'en veux pas du tout à ma mère pour ça. Et puis, ça me fait comprendre que j'aime la natation comme un loisir et comme un déstressant. Alors que la danse, c'était plus un truc où il fallait... Tu vois, je faisais 7 heures de danse par semaine. Donc, j'avais 5 heures de danse classique et 2 heures de danse russe qui étaient par la même prof. Et ça, c'est vraiment différent. Et c'était trop bien, la danse russe. Folklorique un peu. Ouais, trop bien. La danse russe, j'avais des petits talons comme ça et je te faisais taper les talons, machin. J'adorais ça. Voilà, exactement. C'était la danse un peu, tu sais... comment ça s'appelle, là, ces spectacles-là, tu sais, où ils font des... Oui, des claquettes un peu. Pas des claquettes, mais c'est oui, ça ressemble à... tu sais, comment ça s'appelle t'as des spectacles de danse... folklorique comme ça où en fait tu fais ça. Bon, par contre je déteste aller voir, mais j'adorais danser. Et voilà. Taper sur le parquet. En fait ça m'aidait à décharger des trucs. Tu m'étonnes. Donc voilà, ça c'était la primaire. En plus j'étais dans une école privée qui faisait des spectacles. Bon, j'ai pas eu les trucs que je voulais, mais voilà, qui faisait des spectacles tous les ans. Et moi, j'étais passionnée par ça. Bon, j'attendais mon rôle phare de la petite sirène que je n'ai jamais eu. Et du coup, pourquoi t'es pas partie dans ce milieu-là du spectacle? Parce qu'à l'époque, on faisait pas. Enfin, tu vois, j'ai 43 ans. Il y avait pas ces écoles de... Enfin, si, il y avait, a priori, parce que j'ai une de mes clientes qui a mon âge et qui est chanteuse et qui a fait une école de chant et qui avait... Voilà, mais... En fait, moi, je savais pas que ça existait, je crois. Ouais, pour toi, c'était pas forcément un métier, c'était plus un hobby, quoi. Mais je voulais être chanteuse. Ouais, t'aurais voulu. Ouais. Genre... Est-ce que t'as fait des auditions? Oui. T'as fait quelle audition? Alors, j'ai fait Nouvelle Star. Moi aussi. C'est vrai? Je te jure. C'est énorme. Tu vois, regarde. Personne ne le sait, ça. Ouais. J'étais à Lille, parce que Moi, je suis Paris, du coup. À Paris, c'était blindé. Et du coup, j'ai été à Lille, j'ai pris le TGV pour aller faire Nouvelle Star. Fou, ça. Et ma pire hantise, c'était de tomber dans les casseroles. Oui, bah pareil, de toute façon. Et toutes les émissions, j'étais là, pitié. Mais c'est trop drôle. Mais ouais. J'ai fait une Nouvelle Star, j'étais malade comme un chien. J'ai attendu des heures. Bah oui, des heures. Et en fait, du coup, j'avais pas du tout ma voix. Et en plus, moi, le stress, à chaque fois que j'ai fait des auditions, le stress, ma voix, elle était pas du tout de la même. La même tessiture. Pas du tout la même. Bah, tu passais 7 heures dans le froid et après, il fallait délivrer, quoi. C'est ça. Et j'étais malade en plus. Donc, j'avais la voix complètement cassée. Mais ils m'ont dit, c'est mignon, mais bon, ça va pas le faire. Moi, j'ai chanté en anglais un truc et ils m'ont dit, oui, fais un truc en français. J'avais pas du tout préparé, j'ai paniqué. Enfin, ils m'ont dit, dégage. Ouais, bah moi, ils m'ont même pas demandé. En fait, ils m'ont dit, c'est mignon, mais tu vois, j'ai même pas dit, mais attendez, je peux faire un truc en anglais. Et là, j'aurais, tu vois, beaucoup plus. Tu vois, j'avais Alicia Keys que je chantais beaucoup et que j'adorais, tu vois, la Falling. Mais je trouve ça ultra dur de choisir la chanson déjà. Qu'est-ce que tu vas... T'as tes 3 secondes et tu te foires forcément sur le choix du truc que tu vas lancer. Très mauvais choix de chanson. J'ai pris un truc qui n'était pas connu. Voilà. En me disant, justement, je vais montrer un truc qui n'est pas connu. J'aurais dû choisir un truc connu. Et j'aurais dû choisir un truc connu qui montrait ma voix. Parce que là, ça ne montrait pas ma voix. Je ne sais pas pourquoi je me suis cachée, tu vois. T'as fait autre chose en audition? J'ai fait un concours qui n'était pas du tout connu. Voilà, j'ai fini 3e, je crois. Ah ouais, bien. Après, sur les trucs de chant comme ça, c'était plus les gens qui me faisaient chanter. Dans ma famille, on me disait, vas-y, chante. Ou après, quand j'avais déjà chanté dans un boulot,
On me faisait chanter à toutes les soirées du boulot, tu vois. Ce qui gênait beaucoup mon ex-mari. Parce que lui, il fallait juste, tu vois, fallait se faire remarquer. Le souvenir que j'ai, où j'ai compris que je chantais plutôt bien, c'est que j'étais dans un restaurant karaoké chinois. À l'époque, il n'y avait que des Chinois qui faisaient du karaoké dans les restaurants. Et j'ai chanté une chanson, j'avais 12 ans. Je ne sais plus ce que c'était, un truc de Céline Dion, je pense. Et les gens me cherchaient dans la salle. Ah ouais. Genre, ils disaient, mais qui chante ? Et sont venus voir mes parents en disant elle chante bien, votre fille. Et mes parents se sont regardés, ah bon ? Parce que moi, je les faisais chier, quoi. Dans la voiture, à chaque fois que j'ai des chansons, je chantais. Et en fait, ils disaient, mais on peut écouter notre chanson ? Tu vas la fermer. Ouais, je chante. Mais voilà. En fait, je pense que inconsciemment, enfin voilà, je les faisais chier. Et tu vois, ils me disaient pas, tais-toi, quoi. Mais ou même, tu vois Mais parce que c'est trop. Moi aussi, je saoulais tout le monde. C'est trop. Tu chantes. Moi, je chantais Disney toute la journée. Tu sais, ce rêve bleu toute la journée en boucle. Tu vois, au bout d'un moment, c'est bon. Moi, c'est une de mes chansons préférées au monde. C'est la chanson de la petite sirène partie là-bas. Ouais. Et j'ai eu la chance, l'extrême chance, si elle m'entend un jour, de la chanter avec la voix française. C'est pas vrai, trop bien. En fait, j'ai travaillé dans un théâtre pendant 2 ans. Et la voix française jouait dans le théâtre. Elle a fait plusieurs trucs, mais là, elle jouait une pièce dans le théâtre Le Temple, du coup, de Paris, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, qui s'appelle l'Apollo Théâtre, je crois. Et en fait, je lui dis, ouais, t'as fait quoi d'autre et tout. Elle me dit, bah, je suis la voix de Suzanne dans Desperate. Oui. Et puis, je suis la voix de la petite sirène. Et là, je lui fais, what ? Genre, moi, c'était un de mes rêves de chanter dans un Disney ou dans un dessin animé. Ah ouais. Enfin, j'ai toujours eu ça en me disant que c'était impossible, quoi. Oui. Et elle me dit, je suis la voix de la petite sirène. Je lui dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est genre ma chanson préférée, c'est ça. Et elle me dit, bah vas-y, viens, on chante ensemble. Et on l'a chanté. Et elle me dit, mais tu chantes bien. Je lui dis, merci. Et du coup, voilà, j'ai chanté cette chanson avec la voix française de la petite sirène. C'était fou. Ouais, c'est fou. C'est fou qu'on ait des points communs comme ça, bah c'est rigolo. Tu vois. Mais ouais, trop bien. Donc, et du coup, t'as fait quoi comme parcours à l'école ? Enfin, qu'est-ce que t'as fait comme j'ai failli redoubler ma 3e déjà. Ouais. C'était un échec total pour moi. Et du coup, je l'ai pas redoublé. T'inquiète pas, j'ai redoublé 2 fois, tu peux y aller. Ouais, mais en fait, je sais pas, pour moi, je voulais faire une grande école de commerce. Tu vois, je voulais faire des grandes études. Je sais pas pourquoi. Ouais. Voilà. Peut-être parce que mes parents n'en ont pas fait. Ouais. Mais à la base, voilà, je voulais faire une grande école de commerce. Donc j'ai failli redoubler ma 3e, je ne l'ai pas redoublée. Je suis allée en seconde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée d'Épinay-sur-Seine, donc qui après, mes parents, quand ils ont acheté là-bas, c'était une résidence, et après, c'est devenu un HLM, tu vois. Mais, enfin, peut-être pas, mais voilà, au moins une cité. En gros, c'était la cité du Super M, on appelait ça, tu vois, il y avait un truc. Et quand je suis arrivée, on a déménagé à Enghien-les-Bains. D'accord. Gros gap, en fait. Oui, tu m'étonnes. Et donc, du coup, moi, j'étais une très bonne élève jusqu'en 4e. Et en arrivant à Enghien, du coup, j'avais des mauvaises notes. J'ai pas du tout suivi le niveau d'Enghien, quoi. Donc, j'ai failli redoubler cette 3e. Je suis allée en seconde. Et la seconde, pareil, on m'a dit, t'as pas le niveau pour aller en L. Moi, je voulais faire L pour les langues. J'aimais bien l'anglais. J'aimais bien les langues, voilà. Et du coup, on m'a dit, non, t'as pas le niveau. Donc, STT. En gros, voilà, un truc sur le management, la gestion, éco, machin. Bon, je fais ça. Si je devais refaire ma vie aujourd'hui, je pense que j'aurais fait psy, tu vois. Si je devais rechoisir mes études. Mais voilà, je fais ça. Je pars en DUT. Je déteste. J'ai une 9 de moyenne, comme ça. Mi-année, on me dit, bon, c'est pas ouf, hein. Ouais, non, c'est pas ouf. Et puis, j'aime pas, en fait. Je choisis de me réorienter en BTS, commerce international, mais je choisis, et c'est un truc que ma mère m'a dit récemment, il y a 1 ou 2 ans. Elle m'a dit, j'ai été hyper fière de toi ce jour-là, parce que t'as choisi de continuer ton année, de finir l'année et de passer en BTS l'année d'après. Oui, de ne pas arrêter en plein milieu, de pas abandonner. Voilà, de pas faire 6 mois. Ouais. Et c'est marrant parce qu'elle me l'avait jamais dit. Ça, c'est super important. Ça dit beaucoup sur toi, hein, le fait de ne pas abandonner malgré que ça ne te plaise pas. Et j'ai dit, je veux pas avoir de trou dans mon CV, moi. Ouais, t'étais terre à terre. Tu dis non, ça, c'est pas... J'ai pas envie qu'on me pose la question et qu'on me dise, qu'est-ce que vous avez fait les 6 derniers mois ? Rien.
J'avais pas envie, en fait. Ouais. Alors que j'aurais pu faire tellement de trucs. En vrai. J'aurais pu partir 6 mois à l'étranger pour améliorer mon anglais, parce que j'adorais ça. J'aurais pu faire des trucs, tu vois. Puis mes parents, ils étaient pas contre, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, voilà. Ça montre ma ténacité, comme tu dis. Ensuite, du coup, donc réorientation en BTS. Là, j'ai des bonnes notes. Enfin, bonnes notes. Oui, des notes correctes, quoi. Voilà, 12. C'est bien, voilà, ça passe. Pas trop. Je fais mon stage de BTS à l'étranger, parce que j'avais choisi commerce international. C'était une des raisons, c'était qu'on pouvait faire notre stage à l'étranger. Je fais ça à Chypre, dans un hôtel Hilton. Ma vie, c'est-à-dire un truc de ouf. C'est-à-dire je travaillais de 9h à 17h. À 17h05, j'étais dans la piscine. Ah, trop bien. Et là, je me dis, mais tu vois, c'est là que je me rends compte qu'en fait, pour moi, c'est important, le soleil et la piscine. Enfin, ça a toujours été un truc. Et je me rendais pas compte de ça. Bref. Et je choisis de faire mon rapport de stage sur les mariages chypriotes. D'accord, ok. Parce que, rien à voir avec les mariages français, t'invites le village, en fait, pendant un mariage chypriote. Donc, il y a au moins 1000 invités par mariage. En tout cas, dans cette région-là, à Nicosie, donc la capitale. Dans cet Hilton-là, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et je suis complètement folle aussi. Je prenais, parce que je parlais pas chypriote, je parlais pas grec. J'ai pris des articles de magazine en grec, parce qu'il n'y avait pas en anglais, et je les traduisais avec un dictionnaire. Ah ouais, j'étais pas à l'époque de chat. Hein. Et non, je suis vieille. Il n'y avait pas Internet. Ils ne se rendent pas compte la chance qu'ils ont. À ce point-là. Enfin, si, on avait déjà les mails, mais il n'y avait pas ce truc d'Internet comme aujourd'hui. Voilà, ils ne se rendent pas compte. Non. En 2 secondes, c'était fait, quoi. Et toi, t'as mis des jours à traduire ton truc, mot par mot. Oh mon Dieu, quelle horreur. Mais les gens me regardaient comme une ouf en me disant, mais t'as de la... Enfin, je veux encore une fois de la déterre, quoi. Ouais, la déterre, ouais. Donc voilà, donc je fais mon BTS et je vais dans cette école de commerce. D'accord. C'était hyper important pour moi d'avoir ce truc. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et je fais cette école de commerce et là, j'ai les meilleures notes de ma vie. Genre, ah ouais, donc c'est vraiment... Depuis la 3e, quoi. Ouais. C'est-à-dire j'ai 15 de moyenne. Quoi. Je kiffe. J'aime trop. T'es dans ton élément. Sauf que, en fait, je kiffe. Oui et non. Je fais l'alternance. Et là, je me dis, mais en fait, j'apprends vachement plus en travaillant qu'à l'école de commerce. Ouais. Donc, je fais mon alternance et au bout de la fin de l'alternance, je vais voir le DG de la boîte. J'étais dans une boîte de sport qui s'appelle Sport 2000. Et je lui dis, je voudrais arrêter mes études. Est-ce que vous voulez bien m'embaucher? Et là, il me dit, hors de question. Pourquoi? Il me dit, parce que je veux que vous ayez fait vos études. Je pense qu'il m'aimait bien. Il a pris un peu sous son aile, tu vois. Même s'il était très, très dur avec moi, j'ai pleuré beaucoup. Ouais. Mais je pense que j'ai beaucoup appris grâce à lui, même si j'ai beaucoup pleuré. Et il me dit, non, vous allez jusqu'au bout de vos études. Vous ne faites pas la même erreur que moi. Vous allez vous fermer des portes dans la vie en n'ayant pas fait des études. Et je dis, mais non, mais moi, j'ai décidé, en fait. Je ne veux plus. Donc, il me dit, OK. Et donc, je reste 7 ans dans cette boîte. Ouais. Et ma chef, à un moment donné, part. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup appris de lui. C'est que ma chef part en congé mat de 6 mois, parce que c'est son 3e enfant. Et elle n'est pas remplacée. Et je suis directement sous la responsabilité du DG. D'accord. Donc, tu montes en grade, en fait, tout de suite. Voilà. Monte en grade, non. Parce que sur le papier, non. Mais voilà, c'est en fait, quand tu apprends, quand tu parles directement au DG, ça n'a rien à voir. Tu grandis beaucoup plus vite en termes de... Voilà. Et du coup, je passe 6 mois à être contente, à pleurer, Et voilà. Et donc, je reste 7 ans dans cette boîte. Je fais de la communication institutionnelle. Je suis responsable des partenariats de l'entreprise, avec la Fédération française de foot, avec... le Stade de France, et ça je l'ai raconté dans un autre podcast. Mon contact à l'époque, c'était Grand Corps Malade au Stade de France. Ah, trop. Voilà, qui est parti de cette boîte après et quand je lui ai dit qu'est-ce que tu vas devenir toi, parce ils étaient 2 à être partis. L'un il m'a dit je vais dans une autre boîte de sport et l'autre lui il m'a dit je vais me lancer dans le slam. Je fais, c'est quoi ça? Ouais. Et voilà. C'était tout nouveau. Truc de pour moi c'est lui qui l'a fait venir. Oui clairement. C'était drôle de voir son évolution, c'est assez fou. Et du coup, donc je reste 7 ans. Je vais après au développement, donc développement de réseau, expansion de réseau, etc. Je déteste. Je pars dans une boîte d'immobilier en ligne, connue, où je reste 4 mois.
en me disant, voilà, je suis restée 7 ans. C'était vraiment dur de partir parce que Oui. c'était comme une famille, quoi, Ouais. cette boîte. C'était Tu sais vraiment... pourquoi tu pars, tu sais pas où tu vas, où Ouais. t'atterris. Je reste 4 mois et ça se passe très mal. Ouais. Et en fait, ma période d'essai est renouvelée et pas validée. D'accord. Et là, c'est un nouvel échec. Parce que tu quittes 7 ans CDI, machin, et tu te retrouves au chômage. Ouais, T'es non, là, c'est what terrible. the fuck. C'est terrible. Ouais. Mais c'est là est-ce que ça t'a déclenché quelque chose? En fait, il a fallu bouger, quoi. Ou tu t'as profité de la période du chômage pour... Non, moi, c'est pareil. Tu sais pas faire ça. Non. La première chose que j'ai fait, c'est de prendre des cours d'anglais. Ouais. Parce que je voulais vraiment avoir un niveau meilleur en anglais. En fait, si je comprends bien, tu es obligé, toi, de rester dans l'action. Ouais. Ok. Ça va mieux, je me soigne. Mais oui, jusqu'à récemment, oui. Il fallait que je sois dans l'action tout le temps. Donc, je me forme en anglais, je cherche du travail en même temps et je rappelle, et tu vois, on refait un parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure dans mon épisode. Je rappelle toutes les personnes avec qui j'ai travaillé en disant, voilà, je suis partie de chez cette boîte-là. Sachez que j'ai adoré travailler avec vous, point. Et pareil, quand je suis partie de la boîte, j'ai demandé un rendez-vous avec le DG. Et il pensait que c'était pour taper sur ma chef qui m'avait virée. Et en fait, je lui ai dit, non, je veux juste... Enfin, moi, je lui ai dit, voilà, je veux juste que tu aies une bonne image de moi. Parce qu'on ne sait pas si on ne recroise pas les gens, en fait. Et il me dit, mais je pensais que tu allais défoncer ta chef, tu vois. Je dis, non, moi, maintenant, c'est trop tard. De toute façon, je vais pas rester avec ce qui s'est passé. Mais voilà, je voulais juste que tu aies une bonne image de moi. Et il me dit, mais tu sais... et pour le coup, c'est ce qu'on me reprochait. Et il me disait, tu sais, ton relationnel, c'est ta force. Garde-le. Et c'est ce qu'on me reprochait. En fait, c'est pour ça qu'on me virait. Ah, d'accord. Ok. Donc, j'étais là, ok. Donc, on n'a pas le même son de cloche, mais ok, je garde cette phrase, en fait. Ouais. Donc, j'ai rappelé toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Et le théâtre pour lequel j'ai travaillé me dit, moi, je cherche quelqu'un. Ok. Et c'est comme ça qu'en 5 mois, je me suis retrouvée à travailler dans un théâtre. Et dans tout ça, quand est-ce qu'arrive le monde du mariage? Le théâtre. D'accord. En fait, je vois que déjà, c'est un métier, c'est un truc dur parce qu'il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de choses comme ça. Et j'ai envie d'organiser des trucs. J'organisais dans mes boîtes d'avant, j'ai fait de la communication interne aussi. Et j'étais dans celle de sport, j'étais membre du comité d'entreprise. D'accord, ouais, donc je voulais pas. Événements d'entreprise. Ah, tu voulais pas? Parce que mon père était membre d'un comité d'entreprise. Et, voilà. Et je me disais, je veux pas faire comme mon père, moi. Je veux faire comme moi. Tu vois. Sauf qu'en fait, je me suis découvert une passion pour organiser pour les gens. À ce moment-là, je faisais les soirées de fin d'année, les Noëls des enfants, des choses comme ça. Et du coup, voilà. Et donc, le mariage, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de... Et c'est pour ça le pourquoi de surface dont je te parlais. Le pourquoi de surface, j'aime bien voir les gens heureux, donc je vais me lancer là-dedans. J'ai cherché à être employée, moi. Je voulais pas être un entrepreneur, contrairement à toi. Moi, je voulais... C'était pas quelque chose en toi qui était... la sécurité, moi. Tu voulais la sécurité, mais ça n'existe pas. 2012, si, il y avait des wedding planners, mais elles prenaient... Oui, mais personne n'employait personne. Elles voulaient pas te prendre. Ouais. J'ai cherché, pas trouvé. J'ai dit, ok, je vais aller me former. J'ai cherché à Paris une formation. J'ai payé, enfin, j'ai donné le chèque de caution ou d'acompte ou je sais pas quoi pour y aller. Et j'avais le délai de le fameux délai de rétractation. Et en fait, j'ai fait l'entretien avec la meuf. Et elle me dit, donc du coup, pendant une journée, on va découper des... Je te la fais comme je l'ai retenu, mais voilà. On va découper des magazines et on va coller. À faire des moodboards, quoi. Des moodboards, mais c'était des je sais pas quoi ça servait, ce truc. Et du coup, mais il y a une partie sur la rentabilité, sur comment calculer ses tarifs. Ah bah non. J'étais là, ok, bon. Et du coup, je continue à chercher. Je trouve une formation à Rennes. Et qui me dit, bah oui, non, nous, c'est quand même la base. C'est le module principal. Et du coup, j'annule Paris et je vais à Rennes. Et voilà. Et c'est comme ça que ça commence. Et je rentre et je demande une rupture et je me lance. Ok. Toute seule. T'es restée combien d'années wedding planner? 5. Dans tes 5 ans d'années de wedding planner, quelles a été tes plus belles réussites? Qu'est-ce qui t'a vraiment fait kiffer ce métier? Franchement, mes plus belles réussites, ça va être un peu... Oui, vas-y. Mais c'est la relation que j'ai créée avec les mariés, je crois. Donc le relationnel, on y revient. Mais voilà, c'est vraiment des trucs où... Enfin, de voir les gens heureux, de les voir s'amuser. Moi, j'ai beaucoup pleuré pendant les mariages. Je suis quelqu'un d'hypersensible.
En plus, au bout de 2 ans, j'ai commencé à être officiante. Ouais. Alors là c'était au cœur du truc. Voilà, tu vois, le premier mariage que j'ai fait, Ouais. alors ça, c'était complètement dingue. Alors, le deuxième mariage que j'ai fait, parce que le premier vrai mariage, c'était Cécile de With the Love Like That. Je sais pas si tu te souviens de ce blog. C'était un blog à l'époque d'une future mariée, et j'avais adoré son blog. C'était ma source d'inspiration première pour mon mariage. Et en fait, j'avais une copine à l'époque qui avait un blog aussi qui s'appelait My Cultural Wedding Chic. Cynthia, si tu me regardes, il faut que je t'appelle. Et qui m'a présenté cette blogueuse Cécile. Et en fait, elle m'a dit, je cherche une coordinatrice. Je dis, vas-y. Donc, on a fait, avec une copine, on a fait. Ça, c'était mon premier mariage. C'était incroyable, parce que c'était un mariage au bord de l'île Seguin, avec une cérémonie en plein air. Bon, ils se sont caillés les fesses, on va pas se mentir, mais voilà. Et deuxième mariage, meilleur truc de la vie. Donc, premier vrai mariage trouvé par moi-même, etc. La mariée avait déjà une wedding planner. Elle gardait sa wedding planner. Non. Mais elle me dit, j'aimerais prendre quelqu'un qui m'accompagne dans les préparatifs parce que je suis une grande stressée et qui soit près de moi le jour J. Ouais, donc son assistante, quoi, sa copine. Même pas. Ouais, elle m'appelait sa maman de cœur ou sa tata ou tu vois, sa grande sœur, quoi. Qui t'occupait d'elle, c'était à son petit soin. Exactement. Meilleur truc pour commencer. Genre, j'ai pas foutu grand-chose, quoi, dans la journée. T'étais là pour la rassurer, finalement. Exactement. J'étais là pour la faire rire aussi pendant les photos de couple où elle était très stressée. Et du coup, je lui racontais que des conneries. Du coup, elle était rigolote. Elle se marrait. Et du coup, ça a détendu l'atmosphère. Mais voilà, premier mariage, je me dis, si je peux faire tout ça toute ma vie, c'est magnifique, tu vois. Bon, non. Et tout l'aspect organisationnel du wedding planner, tout l'aspect en amont qui n'est pas toujours simple. Tu l'as vécu comment, tout ça? La recherche de prestataires, les prestataires, les plannings à gérer sur des mois et des mois. Enfin, moi, ça m'épate. Les premières années, ça allait. Et puis après, je pense que ça m'a pas dérangé, mais c'est pas ce que je préférais. Et c'est ce que je disais aussi à mes mariés en tant qu'officiante, c'est que moi, je pourrais très bien me passer du jour J. Je pourrais très bien me passer de tout d'écrire. En fait, je pouvais me passer de tout ça. Moi, ce que j'aimais, c'était les gens. Ouais, c'était papoter avec eux, créer un lien, quoi. Tu vois, j'ai un marié, je le dis souvent, j'ai un marié qui a changé de métier suite à mon accompagnement en tant qu'officiante de cérémonie. Ah ouais. Oui, donc tu allais vraiment plus profondément dans les choses. Quand tu as commencé à... Déjà, wedding planner, vous êtes quand même dans la vie des gens pendant un certain temps, là. Mais officiante, j'imagine, encore plus, tu apprends à connaître leur histoire, à savoir comment présenter tout ça de la meilleure manière. Donc là, tu rentres dans la psychologie du couple, quoi. C'est ça. Ouais. Et des fois, tu trouves des trucs... ça se passe bien. Ça se passe bien, et il y a des fois, ça se passe moins bien. J'ai une mariée qui a annulé son mariage à cause d'une question que j'ai posée. Waouh, c'est chaud. Ouais. Mais elle a retrouvé l'homme de sa vie après, et je l'ai aidé à organiser sa cérémonie après, tu Ouais. vois, mais c'est marrant qu'elle soit revenue d'ailleurs vers moi quand même, parce que je pense que voilà. Ouais, moi, j'ai vécu des annulations de mariage aussi, mais nous, on est souvent en extérieur, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours très délicat d'aller demander. Quand il y a une wedding, même moi, j'ose pas. J'ai toujours les gens autour de moi qui disent, mais pourquoi tu ne demandes pas? Je dis, mais ça ne me concerne pas, tu vois, je n'ai pas besoin d'aller savoir. Tu as toujours la petite curiosité de savoir pourquoi. Mais là, tu es dedans, quoi. Là, pour le coup, c'était à cause de la question que j'avais posée. Ouais, vraiment, en plus. Bon. Mais tu as soulevé quelque chose qui te semblait, toi... En fait, la question est simple. Et je pense que, en fait, moi, ce que me disaient la plupart de mes mariés qui faisaient les cérémonies avec moi, j'ai 10 questionnaires. Oui. Je pense que je suis la meuf avec le plus de questionnaires au monde, tu vois. Mais encore, il y en a peut-être plus maintenant. Mais c'est une thérapie de couple. Oui. Et c'est prendre l'engagement qu'on va prendre en se mariant de façon cohérente. C'est OK, j'ai répondu à toutes ces questions. Du coup, je sais pourquoi je me marie, tu vois. Ouais, ça concrétise tout. Et la fameuse question, c'était quelle image de l'amour tu avais avant et comment tu vois l'amour maintenant? Et en fait, elle s'est rendue compte que l'image qu'elle avait de l'amour avant, c'était toujours l'image qu'elle avait maintenant, mais sauf que c'était pas l'image qu'elle avait avec son mec. Ouais. Elle dit en fait, il y a une incohérence. C'est pas mon mec, c'est pas l'image que j'ai de l'amour avec un grand A. Voilà. Donc j'étais là, merde, ok. Elle me dit non, mais en fait, tu m'as empêché de faire une connerie. C'est bien aussi. Oui. Ça peut être le rôle aussi. Oui. Ouais. Parce que c'est des questions qui sont méga importantes, effectivement. Tu rentres dans un moment où on se dit pas oui pour faire joli, quoi. Exactement.
Donc oui, des fois, ça se passe moins bien. Mais... Donc, wedding planner, officiante de cérémonie. Et qu'est-ce qui bascule dans ton parcours pour arriver maintenant à l'accompagnement Coach, mentor, ouais, comme tu l'appelles. Alors, j'ai été wedding planner pendant 5 ans. Je fais un burn-out. Ouais, ok. J'arrête. Je reviens au salariat. D'accord. Ah oui, c'est vrai. I need vacation. I need holidays. Tu vois, voilà, j'avais besoin de relâcher. Ça, c'était vraiment un de mes plus gros échecs pour moi. C'est-à-dire que je laissais tomber mon associé, je laissais tomber ma boîte avec le nom que j'avais choisi de mes parents. Enfin, tu vois, je laissais tomber C'était le gros échec. Ouais, je laissais tomber le fait d'être entrepreneur, alors que mon père m'avait dit, il faut que tu sois entrepreneuse, ma fille. Je laissais tomber tout ça. C'était vital, quoi. Tu avais besoin d'une pause. Ouais. Est-ce que tu penses que... Le salariat est une pause, du coup. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu avais été accompagnée par un coach à ce moment-là, clairement, tu n'aurais pas fait ce choix? J'aurais peut-être fait le choix de rester entrepreneur, mais de me désassocier. Oui, mais tu n'aurais peut-être pas... Enfin, je te dis ça parce que ça rebondit totalement avec quelqu'un que moi j'accompagne, qui là se retrouve dans un échec et qui veut repartir dans le salariat parce que pause, machin. Et je lui dis, mais non, mais en fait, là, tu as un boulevard stratégique pour changer. En fait, tu as le temps. Pourquoi tu veux repartir en arrière? Mais j'entends que cette période-là, tu as envie de te dire, non, mais en fait, c'est un échec. Il faut que je fasse autre chose. Faut que je... Je l'ai pas vécu comme il faut que je fasse autre chose. Je l'ai vécu comme, OK, peut-être je suis pas faite pour être entrepreneur. Ouais, c'est ça. Il fallait retourner au salariat pour comprendre que si, en fait. Ouais. En fait, non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ouais. Tu vois, mais... Je regrette pas aujourd'hui de l'avoir fait parce qu'en plus j'ai rencontré ma meilleure amie, j'ai rencontré des gens incroyables. Oui, bien sûr, parce que tout ce que tu vis t'amène quelque part. J'ai appris des trucs qui me servent aujourd'hui. Ouais. Donc je le regrette pas, même si à ce moment-là c'est dur. Mais je trouve que aussi parfois c'est super intéressant, au-delà de se faire coacher, au-delà de tout ça, d'avoir des gens extérieurs et même qui peuvent avoir une vision plus posée, te dire non mais ça va aller, tu vois, accroche-toi. Oui, peut-être que c'est ça qui va pas, donc il faut se désassocier, il faut le faire autrement, ou il faut partir dans autre chose. Mais je trouve repartir au salariat, je trouve que moi ce que j'aurais peur, c'est que toi ça t'a remotivé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période salariat? Est-ce que tu t'es rendu compte que vraiment tu n'étais pas faite pour ça, ou est-ce que ça t'a encore plus fait réaliser que c'était un échec, tu vois? Alors le salariat, en fait, sur les 2 premières années, j'étais là, non mais trop bien, quoi. Ah ouais, t'as quand même je retrouvais ce que j'avais eu chez Sport 2000. Là, j'étais chez Subway, petite boîte française, hein, parce que voilà, c'est une énorme boîte au monde, mais en France, on était 20. Ah ouais, d'accord. Après, la plupart des gens étaient pas salariés, donc du coup, nous, on était 20 salariés, quoi. Donc petite boîte, team un peu start-up, tu vois. Et donc j'ai kiffé mes 2 premières années, vraiment kiffé. Même si j'aimais pas trop le métier qu'on m'a redonné du développement. Mais bon, j'ai amélioré toute la com du développement, parce que moi, mon truc, c'était la com. Au bout de 2 ans, je commençais à me dire, les cérémonies me manquent. Ouais. Autant le planning, ça me manquait pas du tout. Mais autant les cérémonies, et je pense qu'en fait, c'est pas les cérémonies, c'était les gens, l'entrepreneuriat et les gens. Et donc, je reviens en tant qu'officiante en 2019, 2020. Voilà, j'ai choisi la bonne année. Bah oui, bien sûr. Fin 2019, début 2020. Mais en fait, très bien, parce que moi, je voulais pas non plus, je voulais faire ça en complément. Donc, ça m'a permis de refaire mon petit réseau, de recontacter les gens avec qui j'avais déjà travaillé. Est-ce que tu te souviens de moi? Mais bien sûr, c'était qu'il y a 2 ans, blabla. Voilà. Et donc, du coup, je me relance comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, je rentre en divorce. Et je me dis, je vais accompagner les femmes à divorcer et à s'émanciper, à trouver le courage de divorcer, même si on n'a pas encore la thune. Ouais. D'où le problème de la thune qui me suit, en fait. et du coup, mais je me rends compte que je vais avoir que des meufs dépressives, quasiment. Tu vois. Et j'en discute avec une amie à moi qui s'appelle Aurore, qui était wedding planner et officiante aussi, et qui me dit, mais meuf, tu devrais accompagner les meufs du mariage. J'étais, ah non, mais c'est bon, le mariage. Mais tu sais que à cette époque-là, je pense que je te suivais déjà, parce que je crois que j'ai vu passer un truc de mon souvenir lointain, que je voyais que tu accompagnais toutes les femmes. Ou qu'il y avait quelque chose dans ta communication qui laissait transparaître que tu accompagnais les femmes. Pas forcément les métiers du mariage spécifiquement. Et je m'étais dit, moi, ma réflexion, c'était, putain, c'est dommage. Pourquoi elle fait si large? La niche, c'est le mariage. Ouais, parce que en fait, j'avais fait le tour du mariage, moi. Je me disais, voilà, tu vois.
Sauf qu'en fait, moi, je me suis posé la question. Ouais, désolée de te couper, mais je m'étais posé la question. Peut-être qu'elle se dit que ça va être trop niche et du coup, il n'y aura pas assez de clients et du coup, elle veut voir plus large. Et je me suis dit, c'est un peu une erreur. Tu sais, moi, dans mon canapé, comme ça. Non, c'est pas ce que tu devrais faire. Ouais, t'aurais dû me dire, ça m'aurait fait un truc de plus. Mais voilà, elle me dit ça. Et je lui dis, non, franchement, je crois que j'ai fait le tour du mariage. Ouais. Mais en fait, en discutant avec plusieurs personnes qui débutaient dans le mariage et qui me posaient des questions, je me suis dit, non, mais en fait, elle a raison, quoi. Elle a raison parce que j'ai quand même 8 ans d'expérience dans le mariage, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais c'est comme si moi, demain, j'accompagnais toutes les femmes. Tu pourrais, en fait. Oui, je pourrais. Mais je dis, moi, ma spécificité, c'est les fleuristes. Je sais que je peux aller loin dans l'accompagnement parce que je comprends leurs problématiques. Donc, pourquoi aller plus large? Tu vois, ça peut être très bien comme ça. Ben, c'est clair. Mais en fait, plus t'es niché, c'est ce que j'explique à mes clients, plus t'es niché, plus tu parles au cœur des gens. Donc, et tu sais, j'ai eu 2 élèves qui sont accompagnés par toi dans l'une de mes formations. Et elle me disait sans arrêt, alors ma niche, je cherche ma niche. Magali, elle m'a dit, il faut que je cherche ma niche. J'étais là, mais tranquille. Mais c'est surtout que c'est un truc qui est difficile à trouver. Oui. Du coup, tu les influences un peu ou tu les laisses chercher? Je les laisse chercher dans un premier temps, mais je pense que c'est une de mes zones de génie, de trouver la niche. Et j'essaye de trouver des moyens, genre des prompts et tout ça, pour les aider sans que je sois là, parce que je ne peux pas aider tout le monde tout le temps. Oui, c'est clair. Mais pour le moment, je n'ai pas réussi à trouver mieux que moi. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est une de mes zones de génie, c'est qu'en fait, je vais aller creuser dans ce qu'elles aiment vraiment. Ouais. Tu vois, par exemple, je pense à une cliente là qui me vient tout de suite, c'est une travel planner. Et elle me dit, mais ma niche, c'est les voyages de noces. Enfin, c'est pas assez niché, ouais. Les voyages de noces, c'est pas une niche, c'est juste une partie de ton activité. Oui. Je lui dis, toi, t'aimes quoi en fait? Elle me dit, moi j'aime les voyages, aventures, découvertes. C'est clairement pas les voyages all inclusive, les doigts en éventail. Je dis, voilà, elle est là, la niche. Ouais. Mais tu vois, c'est aussi le regard extérieur, tu vois. Mais je peux pareil, parce que du coup, je papotais, je la faisais parler, tu vois. Elle était en face de moi, on faisait des fleurs, tu vois. Je dis, ouais, Magali, ma niche, Magali. C'était qui? C'était Élodie. Émilie. Émilie, bah, je l'adore. Et je lui dis, mais toi, t'aimes pareil, tu vois. Je dis, mais raconte, qu'est-ce que. Ouais, mais moi, tu vois, le problème, elle me dit, j'ai pas de style. J'aime tous les styles parce que j'adore aller fouiller dans les styles. Quand les gens, ils veulent un truc particulier, j'aime bien faire des recherches. Voilà, faire un truc vraiment poussé dans ce qu'ils veulent. Donc, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai pas vraiment de niche puisque je fais tout. Je dis non, tu fais de la direction artistique. Parce qu'en réalité, justement, ça a un nom d'aller chercher, fouiller, faire des recherches. Tu vois, elle me regarde comme ça. T'as eu Albine aussi ou pas? Qui? Albine. Non. Les deux, elles sont sur ce truc-là, là, de direction artistique. Mais pour mais moi, c'est pas une niche, ça. Non, mais je veux dire... C'est son métier. Oui, mais c'est plus poussé que si tu fais juste de la déco florale. Parce qu'il y a des fleuristes qui vont te dire c'est rose et blanc et puis ils vont pas aller chercher plus loin, tu vois. Elle veut pousser avec de la déco et des trucs comme ça, tu vois. Donc elle va... Mais ne serait-ce que déjà mettre un petit nom dessus, ça l'a soulagée, tu vois, de se dire... mais bien sûr, elle me l'a dit, elle m'en a parlé, mais très bien. Mais bien sûr, mais pour moi, c'était évident, ça. Oui, mais c'est pas évident pour tout le monde. Non, mais pour elle, je veux dire, c'est évident. Bah, évidemment, mais non, la niche, pour moi, c'est soit tu fais un truc vraiment ciblé, soit c'est un truc local. Par exemple, Émilie, ça serait Lille et sa région. Voilà, la région amiénoise. Plutôt Amiens, elle. Tu vois, j'ai une cliente, là, par exemple, on est allé sur les expats qui reviennent se marier en Normandie. Parfait. Ça, c'est une niche. Une cliente qui est créatrice de robes de mariée, elle fait des robes de mariée en moins de 4 mois. C'est les meufs qui sont pressées. Ça, c'est une niche, tu vois. La niche, c'est vraiment un truc, mais c'est dur à trouver. Parce que c'est dur. Elle était déjà sortie du mastermind quand on a trouvé sa niche. Parce que je lui dis, mais... Parce qu'elle était partie sur un truc, les meufs bavardes, les machins comme elle, un peu, tu vois. Ouais, mais c'est pas une niche. Et donc, en creusant un petit peu avec elle, je dis, mais toi, t'es capable de faire une robe en combien de temps? Elle me dit, 4 mois. Je dis, mais tu sais que la plupart des créatrices de robes, elles disent, faut minimum 12-18 mois. C'est une niche qui est incroyable. Parce que du coup, tu peux faire beaucoup plus de robes. Bah oui. Tu peux faire des robes plus vite. Et en fait, quand tu vas parler aux meufs qui sont pressées, c'est plus facile pour toi de communiquer une fois que tu as ta niche. Tu vois. Et quand toi, tu as trouvé du coup Là, est-ce que tu sens déjà, ma question c'est, est-ce que tu sens que ce que tu fais maintenant, donc du coaching, de l'accompagnement, pour tous les métiers du mariage, c'est ça? Ouais. Et c'est que des femmes ou... Oui. D'accord. C'est des femmes. Est-ce que tu sens que tu as trouvé ta voie?
Ou est-ce que t'en as encore sous le pied et tu penses peut-être tu feras plus autre chose ou est-ce que là, t'es vraiment à ta place? Alors, il y a un peu plus d'1 an, j'ai commencé un accompagnement avec Margot Klein, Ouais. que j'adore, qui m'a énormément aidée. Et en fait, elle est venue me voir, elle est venue me voir, je suis allée la voir, et donc elle me dit, figure-toi que je voulais encore élargir. Mhm. Et je lui dis, j'ai l'impression que mon impact, il peut être beaucoup plus grand que ça. Mhm. Parce que finalement, là, j'ai une cliente qui est coach sportive, une autre qui est naturopathe. Oui. Je communique juste pas dessus. Tu vois. Oui, voilà. Et elle me dit, mais si tu devais faire que du mariage, tu ferais quoi? Et là, je me dis, mais la meuf ne m'écoute pas. Ouais. Je viens de lui dire que je veux faire plus. Ouais. Mais en fait, c'est moi qui n'écoutais pas. Ouais. Elle m'a juste dit, si tu devais faire que dans le mariage, mais que tu t'éclaterais, tu ferais quoi? Ouais. Et donc, pendant 8 mois, j'ai refusé d'aller dans le mariage. Ah oui. Je voulais élargir. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, elle a raison. Je vais aller faire ce que j'aime pour les meufs du mariage. Et en plus, c'est facile pour moi. Et je crois parce que tu connais. Oui, mais je crois que je voulais juste me compliquer la tâche. Oui. Ou alors te prouver que tu pouvais faire plus grand. Oui, voilà. Mais du coup, ouais, je pense que je suis à ma place aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a un moment où je vais élargir parce que je me connais. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte à quel point j'ai pas encore aidé assez de monde dans le mariage. Est-ce que tu vois des vrais résultats? Là, t'as combien de sessions? Enfin, j'en sais rien. Mais comment tu as du recul sur les filles qui sont passées dans le mastermind? Où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? De quoi tu es plus fière? 700 clientes aujourd'hui. Wow. Après, je compte les masterclass, etc. Mais en tout, j'ai accompagné 700 personnes. En fait, je vois que celles qui réussissent le plus, c'est celles qui réfléchissent un peu moins. Même si elles réfléchissent beaucoup, elles passent plus vite à l'action. Voilà. Ouais. L'action. Moi, je crois que c'est le mot. L'action et les bonnes actions. Oui. Pas des micro-actions qui ne servent pas à grand-chose et on tourne en rond, mais surtout, déjà, ne serait-ce que arrêter de se morfondre sur son petit... Tu vois, et essayer de suivre juste ce qu'on te dit de faire, tout bêtement, tu vois. Mais il y en a qui essayent, hein. Il y en a qui... Tu vois, j'en ai 2 là, que j'ai pris en coaching hier, et je leur ai dit, les meufs, c'est pas normal que vous en soyez là. Parce que vous avez tout pour réussir. Ouais. Donc, il y a un truc qui bloque. Est-ce que ça répond en face? Est-ce qu'il y a un moment où ça pique d'entendre ça, tu vois? Ouais. Et du coup, comment ça répond en face? Ouais, je pense que quand elles viennent chez moi, elles savent que je vais les piquer quand même. Ouais, elles sont un peu au courant. Enfin, en fait, elles sont prêtes à ça. Voilà. Ouais. Après, je sais qu'il y en a qui viennent pas parce qu'elles ont peur de ça. Et qu'elles se disent, je suis peut-être pas prête. Ouais. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un... est-ce que je leur dis à chaque fois, je dis, mais de toute façon, quand je vais te dire un truc qui pique, je vais te poser la question, est-ce que tu es prête à entendre quelque chose qui pique maintenant? Ouais. Si t'es pas prête, j'en reste là, mais en général, elles veulent savoir. Oui, elles veulent savoir. Bah, attends, qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai qu'il y a des moments, est-ce que je leur ai dit la dernière fois, il y a des moments où moi, je me suis retenue de dire des choses en me disant qu'elles n'étaient pas prêtes. Et je pense que j'ai mal fait à ce moment-là, parce que, en fait, c'est pas les aider de garder des trucs où moi, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Moi, j'ai vu passer la dernière fois une de tes coms et où tu disais, faut pas venir avec moi si t'as pas envie de te montrer sur les réseaux. Oui. Si t'as pas envie de passer à l'action. J'ai plus les termes exacts de ce post qui, moi, m'a parlé direct. Je me suis dit, ah ouais, t'as raison. Parce que c'est clair. C'est-à-dire, en gros, si t'as pas envie de changer les choses, si tu veux juste qu'on te caresse dans le sens du poids et qu'on te dit, ma pauvre, t'y arrives pas, enfin, on s'en sort pas, quoi. Ouais, bah, en fait, se montrer sur les réseaux, alors bien sûr, tu peux réussir si tu te montres pas. Oui. Il y en a qui y arrivent. Mais allons vers l'accélérateur, en fait. Enfin, allons vers le truc qui enlève des couches. C'est-à-dire que tu enlèves des étapes en te montrant sur les réseaux. Moi, j'adore quand mes clientes elles arrivent en me disant, je t'ai trouvé par hasard sur Instagram. Meuf, il n'y a pas de hasard. Je poste 7 fois par semaine. C'est pas de hasard, tu sais. On te reconnaît. Moi, je dis souvent, est-ce que tu peux me dire... quels sont les gens sur Instagram que tu suis le plus? Et je lui dis, ces filles-là, elles montrent leur visage ou pas? Bah oui. Ah bah oui, je l'aime bien, elle est trop rigolote. Ou, je l'aime bien la suivre. Et nanana. Je dis, par exemple, si tu me suis moi, c'est que je t'ai habituée à me voir tous les jours, à te raconter ma life, à voir machin, un truc. Là, j'ai un petit chiot, là. Alors, laisse tomber, plus personne ne regarde les stories pour moi. Maintenant, c'est, il est où le chien? Il est où le chien? C'est clair. Mais je veux dire, c'est si en face, en fait, les gens qui t'intéressent, c'est parce qu'ils se montrent, c'est que ça fonctionne. Et parce que, du coup, en fait, ce que tu aimes chez les autres, c'est ce que tu devrais faire. Ouais, exactement. C'est ce qu'il y a en toi, en fait. Ouais, c'est clair. Souvent. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Qu'est-ce que tu as envie... qu'est-ce qui te challenge le plus et que tu as envie de lancer ou l'impact que tu veux avoir pour la suite? Alors, tu sais que quand on a discuté tout à l'heure pendant mon podcast, j'ai eu une idée. Après, j'en ai déjà parlé à une autre floral designer, mais
Je sais pas, on va voir. Mais en gros, tu m'as parlé d'Empire et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on est alignés. Je pense que moi aussi, j'ai envie de créer un empire, un vrai. Et mon but, c'est de faire la plus grande école du mariage qui a tous les métiers, en fait. Donc là, je suis en train de voir avec une de mes élèves, une de mes clientes, je ne l'appelle jamais élève, c'est toi qui dis ça, mais je ne sais pas pourquoi je redis élève du coup. Une de mes clientes pour monter une formation de wedding planner. J'ai ma formation d'officiante. J'aimerais avoir chaque métier dans ces formations. Voilà. Qu'est-ce qui me challenge les gens qui travaillent avec moi. Ouais. Le management. Parce que j'ai une grosse équipe maintenant. Alors ça, oui, ça pourrait faire un autre podcast. Hein, comment quand tu veux. Parce que la gestion d'équipe, le choix de embaucher, pas embaucher, prendre en freelance, comment. Oh là là, mon Dieu. Je viens d'écouter un épisode de podcast de Margot Klein avec une de ses clientes qui passe sa vie à recruter des gens et elle dit qu'elle a 6 étapes pour recruter les gens. Et là, je me dis, ok, j'en ai qu'une, ça va pas du tout. Faut tout revoir. Ou 2, ça va pas du tout. Mais donc ça me challenge pas mal. J'ai dû me séparer de beaucoup de monde l'année dernière et cette année. Moi aussi, j'ai dû me séparer. Et en fait, je pense que le mauvais recrutement, il vient de nous au départ. En fait, c'est pas la personne qui est pas adaptée au poste, c'est nous qui avons mal choisi la personne pour le poste. Parce qu'on sait même pas déjà ce qu'on veut, nous. Enfin moi, c'est le premier salarié, c'était compliqué, tu vois. En fait, c'était des recos. Et donc, du coup, j'ai pas assez testé. Voilà, j'ai pas assez mis des trucs que je mets moi quand je recrute pour de vrai, en fait. Moi, c'est l'inverse. C'est même pas des recos, c'est les gens que j'ai en face de moi. Je me dis, ils sont super. Tiens, tu veux venir? Viens. Et après, tu te dis, pourquoi t'as pas posé les questions C'est ça. Donc, voilà, c'est ça qui me trigger en ce moment. Et le but, c'est de monter un truc, un vrai truc de ouf, quoi. Ouais. La meilleure et puis école. Je pense que tu es comme moi sur le fait que tu veux quelque chose d'efficace. Moi, j'ai toujours 2 choses qui sont... Enfin, j'en ai plein, mais il y a 2 choses qui sont méga importantes. Moi, je parle d'école parce que moi, j'y tiens vraiment. C'est une école que je veux créer. C'est pour ça que je parle d'élèves. Mais ça ne veut pas dire que ça... Voilà, mais c'est ultra important pour moi parce que c'est de l'apprentissage de fond. J'aime le côté scolaire des choses dans le bon sens du terme parce que c'est encadrant et parce qu'on apprend et qu'on peut mettre en action derrière. Putain, j'ai plus de cerveau. Moi non plus. J'étais là, qu'est-ce qu'elle va dire? Où est-ce qu'elle va? Je sais pas. Non, une école. Ouais. Non, je sais plus. Attends. J'ai perdu. Oui, le management. On était sur le management. Et donc, je veux créer une école, vraiment. Enfin, un truc... un truc énorme, quoi. Ouais, un truc qui aide vraiment et qui fait, où c'est beau à la fois ce qu'on fait, c'est beau et c'est efficace et ça va vite et on a des vrais. Moi, je trouve que dans la formation, en règle générale, on survole des choses qui sont méga importantes. On va souvent aller apprendre à faire une technique ou tu vois du cœur métier, c'est-à-dire que voilà, nous c'est la fleur, le wedding planner c'est de l'organe, planning, mais ton tarif c'est quand même la première chose que tu dois voir, combien tu te payes, combien tu t'arrives, combien de temps te prennent les choses, et un truc où au-delà de j'apprends un métier, j'apprends à être entrepreneur, c'est ça qui est super important. C'est exactement pour ça que j'ai créé Wedding Gang en fait. C'était parce que moi j'ai eu ce problème-là, c'est de me lancer par passion et de dire mais en fait je me paye pas quoi. C'est pas donne grave. Mon argent à tout le monde. C'est-à-dire que c'est le dernier cadet de tes soucis. C'est genre, en gros, si je gagne pas d'argent, c'est pas très grave. Bah, si, en fait. C'est pour ça aussi que le burn-out, exactement. Ce genre de choses, parce que tu donnes pas de valeur à ce que tu fais et les autres n'ont pas t'en donné. Donc, Exactement. Merci Magali pour cet épisode. Je vous invite vraiment à aller regarder tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ton accompagnement, etc. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ton grand projet d'empire et voilà. Et je souhaite un grand empire à chaque femme. De créer quelque chose de beau qui a de l'impact pour vous et qui vous rend heureuse et qui vous épanouit, et qui vous fait gagner de l'argent, parce que c'est quand même mieux. En tout cas, merci de m'avoir écouté dans vos oreilles, où que vous soyez, si vous êtes dans votre petit atelier en train de faire des fleurs ou sur l'ordi, en train de galérer sur les mails ou la compta. En tout cas, je vous souhaite du bon courage et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Conversation Florale. Merci à toutes.